Putain, j'ai pas d'idée de concept, j'ai pas d'idée de vidéo, ça m'énerve. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah mais je sais, je suis sur une chaîne booktube, je vais parler de livres. Il serait peut-être temps après tout. Ah, j'ai un peu aimé ça. Bonsoir, écoutez, ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé bouquin sur ma chaîne, n'est-ce pas? Donc du coup, petit florilège des lectures que j'ai lues cet automne, parce que l'automne c'est pas fini si. Non, ça par contre c'est relou. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 lectures d'automne que j'ai effectuées. Commençons tout de suite. Le premier livre c'est Le Pays des Contes de Fées de Chris Colfer, édition de Michel Lafon. Donc ici moi je l'ai en poche, il existe pas en poche, il est beaucoup plus beau pas en poche d'ailleurs. La pauvreté a fait que je l'ai acheté en poche. Qu'est-ce que ça raconte? Le Pays des Contes de Fées c'est l'histoire de deux enfants, Alex et Connor, qui sont des jumeaux. Donc Alex est une fille, Connor est un garçon. Alex c'est voilà le rat de bibliothèque, l'intello par excellence. Et Connor c'est le cancre de service. Ils ont perdu leur père bien aimé il y a un an. Grand-mère leur offre un livre de contes de fées et Alex se retrouve piégé à l'intérieur et Connor la rejoint. Ils vont alors vivre des aventures extraordinaires. Le livre se présente comme une réadaptation des contes de fées, donc je vais pas vous spoiler, je vais vous citer ceux de la 4ème de couverture. Boucle d'Or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Moi qui adore les lectures de contes de fées, évidemment je ne pouvais pas passer à côté de ce livre, surtout que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc je l'ai lu, ça a été long. En fait, l'histoire est extrêmement répétitive. C'est tout le temps le même schéma, donc les enfants doivent partir à la quête de 5 ou 6 objets de contes de fées. À chaque fois, ils vont à un endroit pour chercher le truc, il y a une épreuve, ils arrivent à avoir l'objet, ils s'en vont. C'est long, c'est compliqué pour atterrir à l'endroit suivant, ils sont fatigués, ils en ont marre, ils y arrivent, il y a une péripétie. Ils ont l'objet, ils s'en vont. Ce côté-là du livre m'a un petit peu saoulé, surtout que... ça a pas l'air... Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça avait pas l'air difficile pour Alex et Connor d'obtenir les objets des contes de fées. En plus, les réécritures sont pas méga originales. Franchement, je m'attendais à quasiment tout. La seule vraiment originale que j'ai beaucoup aimée, c'est celle du petit chaperon rouge pour le coup, que j'ai trouvé vraiment originale, j'ai trouvé vraiment sympa. Je vous laisse découvrir dans le livre. Je suis pas déçu par le livre parce que je m'attendais pas à un truc de fou. Maintenant, je suis un peu mitigé par la lecture. J'aime bien l'univers, j'aime bien l'histoire en soi, voilà le principe d'aller chercher des objets de contes de fées qu'on connaît tous. Je m'attendais à la fin, je m'attendais à tout, enfin vraiment aucune surprise dans le livre, mais j'achèterai sûrement la suite parce que j'ai envie de voir ce que ça donne et j'ai envie de voir l'évolution des personnages. On continue dans la mitigisation, le fait d'être mitigé, je ne sais pas comment on dit, merci le français, avec You Don't Know My Name de Kristen Orlando aux éditions de Milan. Ce livre je l'ai acheté sur un coup de tête parce que j'étais dans le magasin... Pardon, j'ai roté. Je l'ai acheté, je l'ai lu tout de suite après. C'est l'histoire d'une ado qui en fait a des parents agents secrets et qui par conséquent devra plus tard intégrer aussi les Black Angels, donc c'est le nom de l'agence secrète de ses parents. Donc c'est vraiment une branche ultra secrète du gouvernement, il y a quasiment personne qui est au courant qu'elle existe. L'héroïne, donc Regan c'est son prénom, elle a pas envie forcément d'être agent secrète, elle est en train de réfléchir à possiblement avoir une vie normale, sauf que ses parents à aucun moment ils se disent qu'elle veut pas être agent secrète parce que pour eux c'est tellement une chance de pouvoir intégrer les Black Angels que il peut pas être autrement qu'elle veuille ça. Le problème c'est que du coup la vie de Regan elle est un peu naze franchement, sa vie j'étais en mode ouais meuf je comprends pourquoi t'as pas envie d'être ça. Elle vit constamment dans le danger et surtout à chaque fois qu'il se passe un truc elle déménage avec ses parents, ce qui fait qu'elle a aucune attache hormis ses parents. Et je comprends que ce soit difficile à vivre, très franchement quand je me suis mis à sa place à un moment, je me suis dit j'avoue meuf t'as un peu une vie de merde quand même. J'ai bien aimé en soi le principe, après voilà c'était un peu cliché. Un des trucs que j'ai vraiment bien aimé dans le livre c'est la fin, parce que là j'ai été surpris, c'est pas la lecture de l'année, ça reste un livre sympa, j'ai lu en un après-midi, c'était cool le dimanche. Voilà. Ensuite je vais vous parler de A Good Girl de Amanda K. Morgan aux éditions de Lumen. J'ai eu la chance de gagner ce livre grâce à un concours Instagram, donc je remercie Lumen d'avoir voté pour ma photo. Je l'aurais pas gagné, je sais pas si je l'aurais acheté. Parce que l'histoire au début se présente comme
Voilà, Riley, une ado parfaite, blonde, belle, intelligente, qui a des très bonnes notes à l'école, qui a des amis populaires, qui est gentille, qui fait du bénévolat. Et là, elle va commettre l'irréparable. Elle est pas si parfaite que ça en fait, parce qu'elle va sortir avec son prof. Donc bon, enfin voilà, rien de ouf en soi. Ça m'a beaucoup fait penser à Pretty Little Liars et l'histoire d'Arya et d'Ezra. Et en fait, j'avoue qu'au début, ça commence exactement comme ça, enfin vraiment très très cliché. Et commence l'histoire avec son prof, et déjà leur relation est hyper chelou, enfin c'est vraiment mais limite malsain quoi. C'est-à-dire que la première rencontre qu'ils ont, donc quand elle va chez lui, mais c'est tellement bizarre, enfin c'était pas naturel, c'était juste... Mais j'étais mal à l'aise en lisant ce passage, hein, mais vraiment j'étais en mode ah mais... Il lui a préparé à manger, et genre il mange, mais c'est vraiment, elle arrive en mode bonjour, je savais que vous m'attendiez, et entre, Riley, vas-y viens. Ok, weird. À partir de ce moment-là, Riley, elle va devenir mais hyper bizarre. C'est-à-dire que au début, on avait vraiment l'image d'une fille très lisse, mais à partir du moment où elle sort avec son prof, on commence à avoir des descriptions de sentiments qu'elle a à l'intérieur d'elle, mais qui sont hyper violents, notamment la jalousie. Et c'est vrai qu'elle a une rage en elle qui est assez impressionnante. Et là où le livre tient du génie, dans le livre, vous allez avoir des pages qui s'appellent Ce que vous devez savoir sur Riley, qui reprend le même système que la 4ème de couverture, donc qui se présente comme ça. Et qui dit ce qu'il faut savoir sur Riley Stone, 1. Riley Stone et la perfection incarnée demandée autour de moi. En fait, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait ça. Plus on avance dans le roman, et plus on a l'impression que le fait qu'elle sorte avec son prof, c'est pas tout. C'est pas la seule chose qui cloche chez Riley. Et vraiment, je vous conseille de lire ce livre parce que s'il nous tient en haleine, moi je l'ai lu, pareil, en un après-midi. Je pouvais pas le lâcher et j'avais envie de savoir jusqu'où elle était prête à aller. Et j'ai bien aimé cette lecture alors que pourtant ça partait vraiment comme un cliché. Je voulais vous parler évidemment des travaux d'Apollon, la prophétie des ténèbres de Rick Riordan aux éditions Albin Michel. Je ne savais pas qu'il sortait. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à la Fnac, je l'ai vu, j'ai dit what? Il est sorti? On le prend, on l'achète, on va lire tout de suite. Bah, je l'ai dévoré encore une fois. Voilà, Rick Riordan, c'est l'un de mes auteurs préférés, particulièrement pour sa série sur Percy Jackson, les héros de l'Olympe et les travaux d'Apollon, parce que moi j'aime beaucoup la mythologie grecque. Bah là encore une fois, il m'a complètement immergé dans son délire de mythologie grecque et de modernisme. C'est vraiment voilà la plume de Rick Riordan. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment, bon, commencez par Percy Jackson. Je vous conseille tellement cet auteur, il est tellement drôle. Sa réécriture de la mythologie grecque dans le monde moderne, j'adore. Dans cette nouvelle saga, c'est plus Percy Jackson, c'est donc Apollon qui a été transformé en mortel, essaye de redevenir un dieu. Ce qui est hyper drôle, c'est que bah voilà, Apollon, un ancien dieu hyper égocentrique, devient mortel et en plus un mortel pas hyper beau. Et il est chargé de faire des quêtes, mais enfin il a aucun pouvoir, donc en fait il se repose beaucoup sur les demi-dieux. Il se remet en question, mais sans se remettre en question, et il agit toujours comme s'il était un dieu. Lisez Percy Jackson, lisez les travaux d'Apollon, lisez les héros d'Olympe, lisez du Rick Riordan. Et enfin, j'ai lu Cette fille c'était mon frère de Julie Anne Peters aux éditions de Milan. Et comment vous dire, ce livre, un immense, un énorme, un méga coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. Ça raconte l'histoire de Regan, oui encore une Regan, et une ado ordinaire, enfin elle a rien de... Elle est pas particulièrement intelligente, elle est pas particulièrement belle, elle est normale quoi. Mais elle est la seule à connaître le secret de son frère qui... est une fille. Et c'est ça que j'ai trouvé très original avec ce roman, c'est que pour une fois le sujet du transgenre et de la transsexualité n'est pas raconté par le personnage principal qui doit faire face au regard des autres, qui se pose des questions, etc. La relation que Regan a avec son frère, c'est celle que j'ai un petit peu avec mon frère et ma sœur, donc du coup j'ai un peu retrouvé ce côté-là. C'est très fusionnel, mais on a chacun notre vie. Regan, c'est une ado banale qui vit dans l'ombre de son frère, qui est très intelligent, qui est très populaire, sauf que elle sait que lui, il vit dans un mal-être profond, parce qu'en fait c'est une fille, son frère, sauf qu'il n'ose pas encore l'avouer aux gens. Il devient lui-même que la nuit quand il vient réveiller Regan pour être lui-même, c'est-à-dire Luna, et porter des robes, mettre du maquillage, etc. On n'a pas que les pensées du personnage principal transgenre, comment ses décisions et sa vie impactent sur la vie de sa sœur, qui est là pour son frère tout le temps et qui du coup passe un peu aussi à côté de sa vie à elle. Je sais pas comment vous dire, mais ce livre... il était juste merveilleux et surtout il y a beaucoup de questionnements sur le genre, notamment au début. Ce livre m'a fait du bien. Je vais vous lire un passage joli. Un mot pour les filles. On emploie plutôt beau pour parler des garçons. Liam avait raison. Les gens ne parlent pas des garçons et des filles de la même façon. Ils attendent un comportement différent selon le sexe. Et quand les enfants ont une attitude
hors rôle, comme disait Liam, ils reçoivent l'étiquette de garçon manqué ou de chochotte. Il y a des lignes qu'on ne franchit pas, en matière de vêtements, de comportement, d'attitude. Par exemple, si je portais du rouge à lèvres et de la dentelle au lycée, personne ne le remarquerait. Pourtant, il devrait, parce que je n'ai jamais mis ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas très féminine. Les gens acceptent qu'on soit plus ou moins féminine tant qu'on reste du bon côté de cette échelle graduée, ce spectre qui va de très masculin à très féminin. Princesse un jour, souillon le lendemain, pareil pour les garçons, jusqu'à un certain point. La limite autorisée n'est pas aussi éloignée dans un sens que dans l'autre sur le spectre. Par exemple, quand on est une fille, on peut être exagérément féminine, ça ne pose pas de problème. Mais si l'on a un comportement ou des sentiments un peu trop masculins, on est une gouine. Pareil pour les garçons. Macho, pas de problème, doux et tendre, égale tapette. Que se passe-t-il quand on est né hors du spectre, entre les deux pôles comme Liam? On est un monstre. Regan fait du babysitting, elle garde un petit garçon et une petite fille. À un moment, le petit garçon est en train de jouer, il sort de la chambre avec son G.I. Joe dans les mains, les talons de sa mère aux pieds. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, à la poubelle les stéréotypes sexuels. Alors quand? Ça commence quand? À un moment donné, la société exige qu'on soit comme ci et pas comme ça. Et on sait ce qu'elle attend de nous. Comment le sait-on? Est-ce genre une tendance naturelle, innée? Sommes-nous programmés comme ça? Peut-être qu'on apprend à observer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Qu'on essaie de s'adapter. Qu'on veut s'intégrer. Qu'on ne peut pas. Est-ce que nos parents nous l'apprennent, font de nous des êtres conformes? Toute cette histoire de stéréotypes sexuels, de rôles conformes me rendait perplexe. Pourquoi ne peut-on pas accepter les gens comme ils sont? Tout simplement. Et c'est ce genre de petite réflexion que j'ai vraiment adoré dans le livre. C'était vraiment une histoire tout en douceur et en même temps c'était dur parfois. Et on a envie d'être là pour les soutenir tous les deux. Et je vous conseille tellement, mais tellement cette lecture. Ce livre il a tout juste et c'est un énorme coup de cœur et je vous encourage vivement à le lire. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Ma foi, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de livres sur ma chaîne, ça fait du bien. Ah, on est heureux. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous. Bisous.